Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme dont le parcours est une véritable source d'inspiration. Camille Montaz, ex-dermatillomane et patiente experte, a transformé son combat personnel contre la dermatillomanie en une mission pour aider les autres à s'en sortir. À travers son compte Instagram Possible et son livre Mon histoire avec la dermatillomanie, S'en sortir, c'est possible, Camille partage avec authenticité et générosité son histoire, ses défis et les outils qui l'ont aidé à surmonter ce trouble peu connu. Aujourd'hui, elle est une voix essentielle pour toutes celles et ceux qui luttent en silence. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de son expérience, explorer les étapes clés de sa résilience et comprendre comment elle est parvenue à transformer sa vulnérabilité en force. Bienvenue Camille dans Les Résilientes. Hello, merci. Très heureuse de t'avoir ici dans Les Résilientes avec moi. Est-ce que tu peux, c'est la question que je pose à chaque fois, mais te présenter avec tes mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, du coup, je m'appelle, Camille, j'ai 34 ans, je vis à Annecy et j'ai créé ce projet Possible en avril 2019, donc ça commence à faire un moment. Mais à côté de ça, j'ai une formation, d'école de commerce et j'ai travaillé longtemps dans la communication et je suis encore freelance d'ailleurs dans la communication. Et sinon, j'ai une petite fille qui est née, cet été, qui a 3 mois et demi et voilà. Est-ce que tu as besoin d'autres infos? Non, c'est parfait parce que tu vas aller en profondeur dans ton parcours avec la dermatillomanie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce trouble est apparu, dans ta vie? Et peut-être avant, qu'on puisse plonger dans ce terme, hein, qui est peut-être inconnu pour les personnes qui nous écoutent, l'expliquer. Parce que c'est vrai que moi, très franchement, je ne connaissais pas la dermatillomanie avant de te connaître. Ouais, c'est vraiment un trouble qui est peu connu, mais pourtant qui touche énormément de personnes et je suis sûre que, enfin, en écoutant ce podcast, il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Ah, mais en fait, j'ai fait ça à un moment» ou «Je fais ça maintenant» ou «Je connais quelqu'un, qui fait peut-être ça». Donc merci en tout cas de m'inviter et de me permettre de diffuser aussi, cette, parole parce que je pense que c'est important. Hem Et du coup, comme son nom l'indique, dermatillomanie, c'est un trouble qui touche la peau et c'est un trouble via lequel on va, tout le temps gratter, percer, arracher, triturer les reliefs qu'on peut sentir ou voir sur sa peau. Donc ça peut être vraiment sur toutes les zones de peau, autant, le visage que, le cuir chevelu, la poitrine, les jambes, les bras, le dos, les talons, enfin vraiment, toutes les zones peuvent être concernées. Et on va arracher des reliefs, donc ça peut être autant, des boutons, des points noirs, des croûtes, des peaux mortes, enfin voilà, des irrégularités qu'on voit ou qu'on sent, en passant la main et c'est un trouble anxieux. Donc en fait, souvent, il y a des émotions qui sont, hem, à la base, en fait, de ce comportement-là et le fait de triturer, d'arracher, de lisser, ça va, apaiser une part de nous, ça va nous faire du bien et c'est ça qui va faire qu'on va tout le temps répéter ce comportement vraiment comme une addiction. Enfin, d'ailleurs, c'est considéré comme une addiction. Et c'est un trouble qui touche majoritairement les femmes. Donc ça, c'est un gros sujet, je pense, ça doit sûrement être lié aussi à toute cette société de l'image, de la valorisation de la peau parfaite et cetera. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça touche surtout des femmes et souvent des personnes qui ont un profil un peu anxieux, un peu perfectionniste, voilà. Super. Donc à quel moment as-tu découvert que ce que tu vivais portait un nom, la dermatillomanie, et qu'as-tu ressenti en le réalisant? Alors moi, j'ai eu, de l'acné à l'adolescence comme, beaucoup de personnes et je me souviens que je l'avais vraiment mal vécu. Enfin, j'ai vraiment vu ces boutons comme des intrus, comme quelque chose qui me «dénaturait» entre guillemets. Alors je pense que personne ne vit bien l'acné, mais dans mon histoire, j'ai la sensation que ça a vraiment pris des proportions, tu vois, démesurées et j'avais vraiment cette envie de lisser ma peau et d'enlever ces imperfections-là. C'était vraiment quelque chose qui me mettait super mal et en fait, j'ai commencé juste un jour à me dire: «Tiens, je vais regarder d'un peu plus près ma peau, je vais essayer d'enlever, ce que je vois»
Et petit à petit, c'est comme ça qu'une sorte de rituel s'est mis en place. Parce qu'en fait, tous les soirs, quand je rentrais chez moi, j'allais me coller devant un miroir pour regarder comment était ma peau et si des nouvelles choses étaient apparues dessus. Et surtout, bah, je me rendais compte que gratter, lisser, arracher, percer comme ça, ben, sur le coup, ça me détendait en fait, ça me faisait du bien. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est comme si le temps s'arrêtait, que j'étais un peu dans un moment suspendu en faisant ça. Et en fait, après, je sortais de ça, de ce qu'on peut appeler un peu comme une transe, parce que finalement, on voit pas le temps passer, on pense à rien, on est 100% concentré sur ce qu'on fait. Et là, je réalisais et je regrettais, mais pour autant, le cercle vicieux continuait. Et du coup, bah, j'avais une peau de plus en plus abîmée, tu vois, j'avais des rougeurs, des croûtes, des lésions en fait qui s'enflammaient, qui saignaient, et cetera. Et c'est à ce moment enfin, au bout de quelques mois que je me suis dit: «C'est quand même bizarre, j'ai l'impression que les autres personnes font pas ça». Enfin, que je suis un peu seule à avoir ce comportement avec ma peau. Les autres personnes n'ont pas aussi l'aspect de ma peau. Enfin, tu vois, ils ont, des boutons parfois, mais moi, c'était des croûtes, c'était vraiment une peau qui est en reconstruction, un peu vallonnée, un peu un aspect un peu spécifique et du coup, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas». Mais au début, vu que ce trouble n'est pas connu, qu'on n'en parlait pas, moi, en fait, je me disais juste: «J'ai un problème, de volonté», tu vois? J'ai une obsession autour de ma peau, mais j'arrive pas à m'empêcher de la triturer. Je me disais vraiment que c'était de ma faute et que en fait, il fallait que je me raisonne et qu'à force de volonté, j'allais arriver à arrêter, quoi. Donc après chaque, «crise» entre guillemets, je me disais: «OK, bon, bah, c'était la dernière fois, maintenant tu as vu que ça te fait du mal, que tu te sens pas bien avec ça, donc tu vas arrêter» et en fait, ça a recommencé sans cesse, sans cesse, sans cesse et en fait, il a fallu quand même des années, en vivant comme ça pour que je me dise: «Non mais là, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose, enfin, je comprends pas, quoi, ça se répète sans cesse et j'arrive pas à arrêter» et là, j'avais tapé, en fait, sur, Google, je sais plus, genre obsession, triturage de boutons ou tu vois, quelque chose comme ça et j'étais tombée sur des articles qui parlaient de ce mot dermatillomanie et donc j'avais tapé dermatillomanie sur Facebook après et j'avais trouvé des groupes de soutien, mais en anglais, donc avec le terme skin picking où en fait des personnes vraiment partageaient ma vie. Tu vois, elles montraient des photos de leur peau, c'était exactement l'aspect de ma peau. Elles partageaient, leur détresse, leur peur, comment elles s'étaient fait ça sur leur peau et je me disais: «Mais c'est pas possible, en fait, c'est exactement moi, quoi» et ce moment, c'était incroyable parce que là, je me suis dit: «Waouh, je suis pas seule» et en fait, manifestement, bah, c'est un trouble et donc si c'est un trouble, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des solutions pour aller mieux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, ça a eu un sacré impact sur ton adolescence? Ah bah, oui, parce qu'en fait, même si tout le monde a de l'acné, à l'adolescence, moi j'avais la sensation que c'était un vrai en fait, il y avait plusieurs choses. Déjà, j'avais une sorte de tabou lié à ça parce que je savais que toutes ces lésions sur ma peau, c'était moi qui me les étais infligées. C'est pas pareil que de souffrir d'acné et en fait de voir le matin, bah, des nouvelles irrégularités sur sa peau. On se dit: «Ah mince, vivement que l'adolescence, soit finie» ou quoi. Moi, en fait, c'était pas ça, c'était au fond de moi, je m'en voulais, je culpabilisais parce que je me disais: «Je me sens mal dans ma peau, mais c'est de ma faute» entre guillemets et surtout ce qui est important de dire, c'est que alors moi, ça a commencé avec de l'acné, mais c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui vont, auto-créer leurs propres lésions tu vois, en créant une sorte de croûte et en l'arrachant, en fait, sans cesse ou alors en étant tout le temps en train de triturer un peu et donc en créant plein de micro lésions qu'elles vont tout le temps réouvrir ou alors avec des piqûres d'insectes ou tu vois, ce genre de choses et du coup, moi, je pense que si j'avais vraiment pas touché ma peau, au bout de quelques mois, j'aurais plus eu d'acné. En fait, j'ai vraiment, entretenu un cercle vicieux aussi sur ma peau, qui à la base n'avait pas tant de problèmes que ça quoi, à cause de mes triturages et le problème, c'est qu'en fait, quand on a une peau qui est abîmée, bah, on va se priver de certaines sorties, on va se sentir aussi plus mal à l'aise dans les interactions sociales, donc tu vois, on va se cacher. Je me souviens qu'au collège, je mettais tout le temps mes cheveux un peu devant mon visage, j'osais pas trop regarder les gens dans les yeux, enfin ça impacte énormément en fait ton développement en tant qu'ado et ton rapport aux autres, il y a plein d'activités que tu te prives de faire comme, se baigner, comme, aller dormir chez des gens parce qu'en fait, tu veux pas qu'ils te voient sans maquillage ou tu as peur qu'ils te fassent des remarques sur ta peau. Enfin, donc oui, ça a eu un vrai impact, sur mon adolescence et sur, la façon dont je me sentais à cette période-là de ma vie, quoi. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure, tu sais, de causes anxieuses, à l'origine de ce trouble. Tu étais quelqu'un d'anxieux?
Bah, c'est une bonne question parce que justement avec du recul, je me considérais pas comme anxieuse. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'anxiété. En fait, on imagine une personne anxieuse qui est, tu vois, soit, paralysée, quelque part, soit, au contraire un peu à aller dans tous les sens, tu vois? Moi, je me serais pas dit, je suis anxieuse. Alors en fait, je pense que l'anxiété, elle peut avoir des formes, hyper variées et parfois l'anxiété, c'est aussi, avoir toujours peur, des blancs dans les discussions et du coup se sentir toujours obligé, tu vois, de relancer, le la parole, ou alors, avoir peur du vide et du silence et devoir toujours, occuper un peu l'espace autour de soi ou alors, prévoir toujours d'arriver, méga, super en avance, parce qu'on a des peurs ou alors avoir toujours un peu le moulin qui tourne dans la tête. Enfin, moi, tu vois, j'avais beaucoup ces choses-là, mais enfin, c'était ma réalité. Donc, tu vois, parfois, tu t'imagines pas que ça pourrait ne pas être et qu'en fait, il existe un état en dehors de cet état anxieux. Donc oui, je pense que j'étais anxieuse, beaucoup liée à la peur de l'échec et à un très, très fort perfectionnisme. Donc toujours beaucoup de pression que je me mettais, sur moi, sur ce que je faisais, sur, l'image que je renvoyais aux autres, et cetera. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, du coup, pour, entamer ton chemin vers la guérison et aussi quelles ont été les premières étapes que tu as pu, franchir? Je pense que l'élan, il est vraiment parti de la souffrance, en fait, d'un moment où, en fait, une sorte de ras-le-bol où on se dit: «Mais ça fait des années que je vis comme ça, que j'ai la sensation d'avoir essayé plein de choses et que ça fonctionne pas». Et j'en avais parlé avec une amie qui me disait: «Mais en fait, si tu as essayé autant de choses et que ça fonctionne pas, c'est qu'il faut, utiliser une autre méthode. Enfin, peut-être que juste te dire: "Demain j'arrête", juste te faire des challenges pour pas toucher ta peau, juste acheter, plein de cosmétiques pour faire cicatriser ta peau ou cacher les miroirs ou autre. En fait, c'est peut-être pas ça la bonne méthode, pour aller mieux». Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, il faut que je teste autre chose» et c'est là que j'ai pris un premier rendez-vous avec un psy pour me dire: «Bon, bah, voilà, peut-être que lui, il saura quoi faire et qu'il aura une solution». Alors je pense que, à ce moment-là, j'étais pas forcément dans la bonne démarche parce que justement, j'attendais entre guillemets «qu'on me sauve». Tu vois? J'avais un peu vu le psy comme un sauveur et je m'étais un peu dit: «Ben, en faisant cette thérapie, je vais lui dire des choses et puis lui, en fait, en retour, il va me «transformer» entre guillemets, en une personne guérie et je pense qu'après la guérison, ça a été un long chemin avec plein d'étapes, mais cette prise de conscience-là, elle a été fondatrice. C'est qu'en fait, personne allait me sauver, en fait. C'était moi qui devais comprendre des choses, mettre en place aussi des actions concrètes et en fait changer plein d'habitudes que j'avais, créées au fil des années pour aller mieux. Parce que finalement une addiction, un trouble comme ça, il a tissé un maillage de comportements qui entretiennent en fait entre guillemets «le cercle vicieux» et il allait falloir que je déconstruise, tout ça petit à petit. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la thérapie cognitive comportementale? Ouais, alors au début, j'avais vu un psychiatre parce que j'étais étudiante et il y avait une prise en charge par la sécurité sociale, donc moi je pouvais pas me payer une thérapie à l'époque et ça m'avait aidé d'en parler en tout cas, déjà pour la première fois, tu vois? D'en parler à quelqu'un de neutre, enfin il y avait beaucoup d'émotions qui sont sorties et je pense que ça, c'est déjà une première étape, même si parfois on a l'impression que ça sert à rien, qu'on va juste pleurer devant un thérapeute. En fait, ça fait quand même une sacrée libération à l'intérieur et c'est souvent la une première étape, importante. Et après, en effet, j'ai fait une TCC, donc cognitivo-comportementale et ça, je pense que enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidée, même si tout le monde n'est pas forcément, à l'aise avec, les thérapies par la parole. Certains n'arrivent pas à mettre des mots aussi sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils vivent et dans ce cas-là, d'autres approches sont adaptées. Mais moi, ça m'a aidée à, bien comprendre, en tout cas, le trouble et surtout travailler sur, toutes ces habitudes, ces pensées, ces croyances, ces émotions qui étaient associées au trouble. Tu vois, vraiment, prendre le temps de remplir des tableaux, d'observer, de comprendre qu'est-ce qui déclenchait mes crises et comment on allait pouvoir, agir dessus. Donc ça, j'ai vraiment travaillé dessus en TCC et puis, après, il y a eu plein d'autres approches que j'ai testées et qui, je pense, chacune m'ont fait avancer, tu vois, d'un petit pas. Donc, j'ai aussi fait de l'EFT, j'ai aussi fait de l'hypnose, et je pense que chaque fois, bah, ça m'a soit apaisée et donc, permis d'être dans des bonnes conditions pour voilà, avoir la motivation, tu vois, de changer des choses, soit, permis de comprendre des choses sur moi.
Enfin, voilà, je pense que tout parcours de guérison est différent et il faut aller vers les approches qui nous parlent. Mais en tout cas, moi, l'ATCC, l'hypnose, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidée et puis aussi tout ce qui est, travail sur son hygiène de vie parce que alors je sais que je parle à une convaincue, mais on sait les liens qu'il y a entre, le système digestif et le système nerveux. Quand on se sent bien dans son corps, quand on mange, de façon adaptée, quand on bouge assez, quand on n'a pas de carence, en fait, il y a aussi des énormes répercussions sur, la façon dont on se sent dans sa tête et ça, j'en avais pas du tout conscience. C'est vraiment j'ai découvert ça et puis après j'ai plongé là-dedans comme dans un monde où il y a plein de choses à découvrir, de lectures, de choses à tester, et cetera et ça m'a passionnée. D'ailleurs, je me suis aussi formée, en naturo comme toi, même si je l'exerce pas aujourd'hui et ça m'a énormément aidée parce que je trouve vraiment que reprendre en main son hygiène de vie, ça a un impact, mais tellement énorme sur, notre santé mentale, c'est fou et enfin, d'ailleurs, je suis persuadée qu'en parallèle de tout, travail de thérapie, on devrait, tu vois, faire ce travail aussi sur notre hygiène de vie parce qu'en fait, ça décuple complètement, les résultats qu'on peut avoir, grâce à une thérapie, quoi. Mmh. Donc voilà, donc ça a été un peu tout ça et puis après, il y a plein de enfin, tu vois, d'étapes aussi, comme le fait d'en parler, à des gens proches où, tu vois, ça m'a aussi enlevé un poids de ce secret qu'on peut parfois porter quand on a un trouble comme ça et c'est limite, ça entretient un peu le cercle vicieux parce qu'on peut mentir à nos proches, on peut se cacher, on peut s'isoler et parfois, bah, juste le fait d'en parler, d'avoir des personnes ressources à qui on peut se confier, ça fait de grandes différences. Apprendre à mieux prendre soin de ma peau aussi, savoir, quoi mettre dessus après une crise, que comment l'aider à cicatriser mieux. Enfin voilà, c'est un ensemble de petites étapes, mais qui, mises bout à bout, ont fait que ça a commencé à aller mieux. Donc ça a mis combien de temps à peu près pour, que tu puisses retrouver une belle peau, on va dire? Bah, alors c'est un gros sujet aussi, ce sujet belle peau, parce que déjà, je pense que quand on souffre de dermatomanie, on fait aussi ce qu'on appelle de la dysmorphophobie. Donc, c'est-à-dire Mmh. qu'on a une vision déformée de nous-mêmes et de notre peau. Donc, souvent, en fait, on voit notre peau vraiment comme catastrophique et comme amplifiée. Enfin, tout est zoomé, tout est aggravé. Et voilà, si on pouvait vraiment se mettre dans les yeux d'une personne qui nous voit en face, on se dirait: «Ah oui, en fait, la personne, elle me voit comme ça», alors que nous, parfois, on a l'impression d'être un monstre, donc c'est délicat de parler de belle peau parce que je pense qu'en plus, c'est un objectif qui doit pas nous motiver parce que ça peut aussi nous décentrer de tout ce travail sur, notre hygiène, mentale, notre bonheur déjà, notre stabilité émotionnelle et cetera. Mais bon, en tout cas, on va dire le moment où j'ai senti que ça allait mieux au global, autant sur la peau que dans mes relations, dans mon rapport à moi-même, je pense que ça a mis au moins, entre 3 et 5 ans. Sachant que j'ai passé 10 années sans connaître le mot dermatillomanie et donc à juste essayer de m'en sortir en me disant, «Demain j'arrête», tu vois? À force de volonté, sans comprendre qu'il y avait tout un truc à explorer, en dessous et le moment où j'ai compris ça et que j'ai commencé à agir vraiment via la thérapie, via la TCC, via des changements d'habitude et cetera, on va dire que ça a pris, oui, entre 3 et 5 ans pour vraiment que je vois une amélioration. Même si, en fait, au fil du chemin, il y a eu plein de petites améliorations. Tu vois, c'est au bout de 5 ans, je me sentais vraiment libérée de ce trouble, dans le sens où j'étais en connaissance, de moi, de je savais comment éviter les crises et cetera. Mais sur tout le chemin, j'ai eu plein de hauts et de bas, mais avec, une avancée, notable, c'est sûr. Parce que parfois, ça peut être décourageant si on dit aux gens: «Bah, voilà, à partir du moment où vous vous prenez en charge, ça va prendre 5 ans». Non, parce qu'en fait, il y aura plein de petites victoires, au fil du chemin. Oui, c'est ça, c'est que tu as vu une amélioration aussi de ton énergie, peut-être de ta digestion, enfin de tout ce que tu as entrepris pour, ton nouveau mode de vie, peut-être aussi une meilleure, gestion de ton système, nerveux. Tout ça a fait que tu as pu aussi améliorer ton bien-être de manière globale. Mais exactement et aussi tout ce qui est santé hormonale parce que finalement on sait aussi que enfin en tout cas moi dans le cadre de la dermatomanie, j'avais vraiment une aggravation des crises avant mes règles parce que enfin les changements hormonaux liés au cycle font aussi que, ben, par exemple juste avant les règles, on va avoir une baisse de sérotonine donc cette hormone, qui va nous aider à nous réguler, à nous apaiser et cetera. Là, elle baisse avant les règles si on a déjà un comportement un peu anxieux et qu'on a tendance à se réfugier quand on a de l'anxiété dans les triturages, bah, forcément il
y a aussi une aggravation, à ce moment du cycle et moi, c'était le cas et j'avais un syndrome prémenstruel qui était très fort et qui s'accompagnait vraiment de crises assez violentes et c'est vrai qu'en travaillant aussi sur mon cycle, en comprenant comment il fonctionnait, comment atténuer justement ce syndrome prémenstruel avec les bons compléments, avec la bonne alimentation, en fait, j'ai aussi vu une amélioration, immense de mon état avant mes règles et donc aussi de diminution de mes crises à ce moment-là. Donc tu vois, ça a été un tout et je pense que, rééquilibrer aussi ses hormones, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça joue sur tout quoi, sur notre humeur tout au long du mois, sur notre motivation à faire des choses, enfin moi, je suis vraiment enfin, je pense que tu es comme moi, mais je suis vraiment partisane d'une guérison qui est holistique. On peut pas juste se dire pour sortir de la dermatomanie, il faut, travailler sur sa peau et il faut, aider sa peau à mieux cicatriser ou alors enlever l'acné. En fait, non, ça va être, oui, ça peut aider bien sûr, mais la guérison, c'est un tout. C'est vraiment apprendre à mieux gérer ses émotions, apprendre à mieux gérer ses hormones, avoir un meilleur équilibre de vie avec des temps pour soi, avoir une alimentation qui nous convient vraiment à nous et pas, ça aussi c'est un énorme sujet, il y aurait tellement à dire, mais il y a pas d'alimentation type quoi. On est tous différents, on a tous des corps différents. Certaines personnes vont pas du tout supporter de se faire des grosses salades avec plein de crus et plein d'aliments, santé dedans et en fait ce qu'il faut c'est se connaître soi, observer comment on digère, comment on se sent quand on mange telle ou telle chose et trouver en fait ce qui nous correspond à nous quoi. Donc Mmh. je pense que c'est tout ça, c'est un tout. Complètement. Et justement, pour celles et ceux qui, souffrent de dermatillomanie, bon, tu proposes, des accompagnements et tu as aussi écrit un livre à ce sujet. Puis tu partages beaucoup de contenu, sur ce trouble au travers de ton compte Instagram. Mais est-ce que tu aurais quand même quelques, on va dire, conseils essentiels que tu aimerais peut-être leur donner pour les aider dans leur, propre parcours? Ouais, il va falloir que j'essaye de synthétiser, de te dire que l'essentiel, je pense que, la toute première étape, déjà, c'est peut-être, juste d'accepter qu'on a un trouble. Parce que je pense que souvent, on est un peu dans une sorte de fuite en avant qui nous empêche aussi de se lancer dans un projet de guérison. Tu vois, cette fuite en avant, c'est aussi de se dire: «Non mais enfin, moi, en fait, c'est pas très grave, je sais que j'ai parfois je fais des petites crises, mais en fait ça va partir tout seul. Enfin, parfois on se trouve un peu des excuses comme ça. Enfin, moi j'ai fonctionné comme ça pendant des années parce qu'en fait j'avais peur aussi de me confronter à ce trouble et peut-être peur de changer aussi parce que finalement ce trouble c'est aussi une béquille parfois dans notre vie, c'est la façon dont on fonctionne depuis des années et s'imaginer sans, ça fait comme un vide un peu. Donc moi j'ai eu cette phase-là pendant longtemps et le moment où je me suis dit: «OK, en fait je souffre de dermatomanie, mais c'est pas grave, en fait, il y a des solutions, il y a d'autres personnes qui en sont atteintes et là, on se met dans cette, dynamique de: «OK, je vais pouvoir agir pour changer ça». Donc déjà, ça, je pense que c'est essentiel et après, la deuxième étape, c'est d'être dans l'action. Donc de vraiment pas attendre qu'il y ait un déclic. Moi, je sais que je me disais beaucoup: un jour, je vais avoir une crise, qui sera plus forte qu'une autre et en fait, ça va me faire un déclic dans mon cerveau et je vais arrêter d'un coup». Tu vois? On a beaucoup ce truc-là parce qu'en fait, ce serait tellement magique que ça fonctionne comme ça, qu'un jour, on se réveille et qu'on se dise: «Non, là, vraiment, c'était trop, à partir de maintenant, j'arrête». En fait, malheureusement, c'est pas possible parce que c'est un trouble qui fait partie de notre quotidien et il y a plein d'actions qu'on répète en permanence et qui alimentent ces comportements et en fait, malheureusement, la volonté seule de s'en sortir, elle est pas suffisante. Donc, ce point, c'est vraiment de se mettre dans l'action, de se dire: «OK, à partir de maintenant, je vais observer, quand est-ce que je fais des crises, comment elles arrivent, qu'est-ce qui les déclenche, quelles habitudes je peux essayer de supprimer ou de remplacer ou de changer pour éviter de me mettre dans ces états-là». Parce qu'en fait, il y a toujours des choses à faire. Même quand on se dit, «Non mais moi, je suis mes crises, c'est un peu tout le temps», en fait, avoir ce regard vraiment extérieur de se dire: «OK, non mais je vais juste essayer de la comprendre en fait cette dermatomanie. Comment elle agit dans ma vie? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait?» En fait, ça souvent, c'est une première étape, fondatrice et et puis après, je pense que, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hygiène de vie, c'est assez capital aussi. Donc d'essayer soit, si on peut, de consulter un naturopathe ou un médecin qui est formé à ces pratiques, de nutrition et essayer juste de pas changer drastiquement. Parce que souvent aussi, quand on souffre de dermatomanie, on a ce côté très perfectionniste où on se dit: «OK, à partir de maintenant, je change toute mon hygiène de vie, je vais faire, 3 fois du sport dans la semaine, je vais boire 2 litres d'eau par jour, je vais, manger» enfin,
Enfin, moi, j'ai été aussi comme ça et je sais qu'en fait, souvent, ça marche une semaine et puis après, on arrête tout parce qu'on se met tellement de pression qu'en fait, c'est trop. Je pense que dans tout ce qui est hygiène de vie, déjà, on peut juste se dire qu'on peut ajouter plutôt que supprimer. Donc déjà, si on sent qu'on consomme pas assez de légumes, bah, en fait, juste à chaque repas, on essaie d'en ajouter un petit peu. Si on sent que, pareil pour les fruits, à chaque goûter, on peut prendre un notre gâteau habituel, mais on peut rajouter un fruit, ou rajouter des graines ou des oléagineux, enfin n'importe. Mais je pense que déjà ça peut faire une différence et en fait, ça crée un cercle vertueux parce que plus on se prend en main, volontairement en se disant: «Je vais rajouter des bonnes choses dans ma vie, dans mon assiette, dans mes activités», plus on en fait, notre corps, il nous en demande plus et on se dit: «Ah tiens, ah ouais, c'est vrai que je me sens mieux, tiens, j'ai envie de continuer». Donc je pense déjà en faisant ces 3 étapes d'acceptation de son trouble, de se mettre dans l'action et d'essayer de donner un petit coup de pouce à son corps en lui apportant du bien, ce sera déjà, des super, étapes. Ouais, merci pour ces précieux conseils qui, résonnent complètement avec, moi ce que j'ai pu vivre, hein, tu sais, cette question d'identité avec, le trouble ou la maladie. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on se fait diagnostiquer avec une maladie, on est la maladie, Mmh. puisqu'on vit tous les jours avec. Donc ça, c'est important ce que tu disais de bien s'en détacher et pour, pouvoir avancer et l'accepter, mais ensuite se mettre en action pour en Mmh. sortir et puis aussi, oui, ce côté de prise en charge, globale, c'est essentiel pour aller mieux. Donc je suis, 100 d'accord avec toi. Comment on peut prendre contact avec toi, Camille? Bah, le plus simple, ce sera sur Instagram, @possible. Après, j'ai aussi un site possible.fr où il y a plein d'informations sur la dermatomanie, sur les symptômes, sur, la façon d'aider, si on est un proche. Voilà, plein de ressources. Et puis après, bah, vraiment dans le lien qu'il y a dans mon compte Instagram, il y a, le lien vers, mon podcast, il y a ma newsletter et cetera. Donc, voilà, j'espère que ça pourra être assez clair. Génial. Bah, écoute, c'est top. Je partagerai de toute façon, tout ça en description. Un grand merci pour, ton partage. C'est tellement précieux de pouvoir diffuser ton message pour toutes celles et ceux qui peuvent souffrir de ce trouble qui, comme, je l'ai dit, est peu connu. Donc merci à toi en tout cas, Camille. Bah, merci à toi Caroline. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. À bientôt.